Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, je vous emmène en balade au cœur du haut pays méditerranéen. En train bien sûr, puisque nous allons dans quelques instants monter à bord du train des Pignes à vapeur. Le point d'origine de notre voyage sera la gare de Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. Car c'est de celle-ci que part le train des Pignes à vapeur pour rejoindre Annoth, une cinquantaine de kilomètres plus loin. C'est l'heure des préparatifs au dépôt, en attendant le passage de l'autorail régulier qui libérera la voie pour les manœuvres de mise en place de la rame. Mathieu, 14 ans, le jour du tournage de ce reportage, vit sa première saison au train des Pignes. L'intérêt qu'il manifestait pour ce qu'il se passait autour de la locomotive et dans le dépôt, un jour qu'il était venu prendre le train en famille, l'a très vite fait repérer par les membres de l'association qui lui ont proposé de s'impliquer. Sur les trains de la saison, il s'occupe par conséquent de vérifier la fermeture des chaînettes de sécurité et joue le rôle de serre-frein. Il a donné ses premiers coups de pelle dans la chaudière de la locomotive et espère bien sûr au plus vite pouvoir commencer son apprentissage de chauffeur. Nous ne parcourrons qu'un petit morceau de la ligne, qui est beaucoup plus longue et prend son origine à Nice, pour rejoindre Digne, 150 km plus loin. Le projet est né de l'annexion de la ville de Nice à la France en 1860. Un ingénieur de Digne imagine de relier Nice à Grenoble par une voie ferrée passant par la vallée du Var, sa ville, puis Gap. Le projet ne sera concrétisé qu'en 1911. Et en attendant, seuls des tronçons sont exploités entre Digne et Mézelles, ou Puget-Théniers et Nice à chaque extrémité de la ligne. Vu la hardiesse du parcours qui fait partir le train du niveau de la mer pour l'amener à plus de 1000 mètres d'altitude, avant de redescendre à 600 mètres à son arrivée à Digne, c'est une voie métrique qui est posée. L'exploitation de la ligne est confiée à la Compagnie des chemins de fer du sud de la France. Mais l'équilibre économique est difficile à trouver et l'exploitation est menacée, voire interrompue à plusieurs reprises dans son histoire. Une demi-voiture. On est bon, arrête. Le groupe d'études pour le chemin de fer de Provence, association qui gère aujourd'hui encore le train des Pignes à vapeur, est créé lors de l'un des derniers soubresauts qu'ait connu la ligne Nice-Digne. Au milieu des années 70, alors qu'une nouvelle menace de fermeture plane, il sera à l'origine du sauvetage de ce chemin de fer. En 1975, par notre président fondateur Jacques Chaussard, qui maintenant a pris sa retraite, et qui a permis à l'époque effectivement de sauver la ligne qui était menacée de fermeture par les élus des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Provence. Et c'est vrai que l'idée est arrivée très vite derrière, fin des années 70, de se dire si on pouvait créer sur cette ligne, comme sur d'autres à l'époque ça commençait déjà à se faire, un train historique à vapeur, ça permettrait d'amener un éclairage supplémentaire, une autre activité supplémentaire à cette ligne, c'est ce qu'on a fait dès 1980, où donc on roulait les premiers trains ici, et que l'on développe depuis. Alors maintenant la situation a bien changé parce qu'on n'est plus en mesure de dire la ligne est menacée de fermeture, bien au contraire, hein, puisque on parle depuis déjà de nombreuses années de modernisation, on le voit avec le matériel roulant, on le voit avec toute une partie donc, de la partie basse de la ligne qui a été modernisée avec LRS, traverse béton, bloc automatique, etc. Donc les choses ont changé, mais l'attrait touristique reste, et puis la vocation de notre association, qui est aussi le patrimoine ferroviaire, trouve sa place dans la rénovation, l'entretien et la restauration de matériel ancien. La ligne elle fait donc 150 km de Nice jusqu'à Digne. C'est la dernière survivante
de l'ancienne compagnie des chemins de fer du sud de la France qui desservait dès 1892 Nice à Mérargues via Grasse et Draguignan. Il y avait aussi la ligne du bord de mer Toulon-Saint-Raphaël en passant par Saint-Tropez-Cogolin. Dommage d'ailleurs que cette ligne aujourd'hui soit fermée parce que vous imaginez l'attrait touristique que ça aurait en passant à Saint-Tropez une ligne de train touristique. Et puis il y avait aussi tous les tramways qui desservaient les hautes vallées, hein, les grandes vallées comme la vallée du Daluis jusqu'à Guillaume, la vallée de l'Estéron, la vallée du Science. Donc c'est vrai que c'était des lignes de tramway qui ont hélas duré très peu de temps, hein, du fait de la concurrence très rapide de la route et puis bon, de toute façon du faible trafic qui en résultait, quoi. La ligne Nice-Digne fait un peu figure d'exception dans le paysage ferroviaire français. Elle est en effet exploitée par une entreprise indépendante, les Chemins de fer de Provence. Cette ligne, elle n'a jamais été dans le giron de la SNCF, ça a toujours été la compagnie à l'origine, donc en 1888, des Chemins de fer du sud de la France, qui après s'est retrouvée en difficulté sous séquestre, et puis ça a changé de nom et s'est appelé Chemins de fer de Provence, mais ça a toujours été une compagnie privée, qui après donc a été reprise par l'État, puisque la ligne appartient à l'État en tant que tel, et confiée aux collectivités locales, qui avaient créé donc un syndicat mixte Méditerranée-Alpes pour la concession de la ligne, hein, voilà. Et ensuite l'exploitation confiée à la CFTA qui est devenue après Veolia Transport. Et depuis quelques années, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui gère la ligne et qui a créé une régie régionale de transport. Donc on peut dire que c'est véritablement des trains régionaux qui roulent sur cette ligne du personnel donc, de la régie. Et nous, association, donc nous sommes indépendants, on est reconnu exploitant ferroviaire par le ministère des Transports, qui nous contrôle via l'organisme qu'on appelle le STRMTG. Donc on est autorisé à circuler par décret préfectoral. Et dans ce cadre-là, donc, on a une convention avec la région qui représente le propriétaire et la régie régionale de transport qui, elle, est exploitante pour co-exploiter en quelque sorte cette ligne de chemin de fer. Et effectivement, on roule sur le même rail, même si on a nos propres process en tant que train vapeur et donc des particularités qui sont distinctes des trains régionaux habituels. On a nos sillons et on roule donc sur cette ligne d'exploitation comme si on peut prendre la comparaison, d'autres sociétés peuvent rouler sur des lignes de la SNCF. Voilà, à notre échelle, nous, bien sûr, hein, ça n'a rien à voir. Nous, on circule donc chaque dimanche depuis le début mai jusqu'à fin octobre et le premier samedi de novembre, qui est le plus beau train de l'année parce qu'il y a moins de monde. Et en plus, on va jusqu'à Fugeret, qui est la gare au-delà d'Anote, donc c'est vraiment sympathique pour la fête des Châtaignes. Et sinon, donc, pendant l'été, les 2 mois d'été, juillet-août, on roule les vendredis et les dimanches. Donc ça nous amène pas mal de visiteurs et avec un trafic, une augmentation constante, on va dire, ces dernières années. Hein. De fil en aiguille, c'est à Puget-Théniers que le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence s'est installé. Puget-Théniers, la particularité, c'était qu'au début de l'exploitation de la ligne, c'était un ancien terminus, puisque les trains en 1892 faisaient Nice-Puget-Théniers, et après il y avait correspondance par voiture à chevaux pour aller jusqu'à Anote et Saint-André-les-Alpes. Donc, du fait de cette situation d'ancien terminus historique, la gare de Puget-Théniers abritait un dépôt, un pont tournant et suffisamment de place dans les emprises pour pouvoir nous installer. Et c'est pour ça que le choix s'est porté sur Puget-Théniers. Et ces installations n'étant plus utilisées pour le chemin de fer, on en a profité pour réactiver leur usage d'origine.
Alors nous, on a deux locomotives. On a une locomotive qui nous est prêtée par la FACS, la FACS, hein, la Fédération des Amis des chemins de fer secondaires. C'est une locomotive qui vient du réseau breton, modèle 230T, construite par Fively en 1909, et qui pour nous a beaucoup d'importance. Déjà parce que c'est la première locomotive que nous avons pu avoir, donc c'est vrai qu'il y a un côté quand même sentimental pour cette locomotive, et en plus, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup, alors évidemment pas tout à fait à la virgule, mais elle est du même type que les locomotives 230T qui roulaient avant sur les chemins de Provence. Malheureusement, toutes les locomotives historiques des chemins de fer de Provence ont été ferraillées, détruites, les dernières dans les années 50, et il n'y a plus aucune trace. Et c'est vrai que cette locomotive bretonne, 230T, quand on la regarde sur les photos, elles sont assez semblables. Et d'ailleurs, beaucoup d'anciens de la vallée, ah mais je reconnais la locomotive, c'est elle qui roulait avant, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Ensuite, on a une deuxième locomotive plus puissante, qui vient des chemins de fer du Portugal, qui est une locomotive Mallet 120-030, assez puissante. Ça tombe bien, nous on est en montagne ici, donc on a besoin de puissance pour une locomotive. Donc elle pèse 60 tonnes, elle fait 750 chevaux, et elle nous permet de trier des trains lourds. Pour l'instant, on tire des trains jusqu'à 6 voitures, peut-être plus un de ces jours, et on a besoin de puissance pour tirer des trains comme ça. Donc on a deux locomotives qui sont complémentaires. Actuellement, il faut savoir que la locomotive bretonne E327 est en révision. On a eu, heureusement, de la part des collectivités locales, surtout la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a beaucoup aidé dans notre projet pour financer ces travaux. Donc là-dessus, la moitié de la somme est d'ores et déjà réunie, mais il manque encore des financements. Et autant on se tourne vers la DRAC puisqu'elle est classée dans le monument historique, et aussi vers les départements, les conseils départementaux des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Provence, et aussi on fait appel par souscription, par le biais de la Fondation du patrimoine, à tout particulier ou entreprise qui souhaite nous aider dans cette opération, puisque par le biais de la Fondation du patrimoine, en même temps, les sommes sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Donc c'est intéressant pour tout le monde, et nous, ça nous permet d'avoir un financement complémentaire qui permettra de voir dans quelques années cette locomotive 230T reprendre son service. La locomotive est partie en Italie pour des travaux sur sa chaudière dans un atelier qui dispose encore d'un savoir-faire qui permettra de conserver ses rivets apparents, ses entretoises serties et de procéder à un dudgeonnage à l'ancienne de ses tubes, le tout pour préserver le cachet historique de la machine. Son retour devrait se faire d'ici 2 ans et être le prétexte à une grande fête ferroviaire. La semaine prochaine dans Aiguillage, retour à l'exposition Quai Zéro organisée à Saint-Léonard-de-Noblat par l'association Le Cercle du Zéro, et je vous présenterai en particulier un très beau module, la cité historique de Sainte-Marie, tout droit sorti de l'imagination de son créateur Didier Prédhomme. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes, visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire ou encore chez des particuliers, patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous deveniez un aiguillonnaute VIP, pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous soutiendrez le projet Aiguillage, et pour vous en remercier, vous accéderez à une version sans publicité des reportages de la chaîne et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.